Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. J'espère que vous allez bien ce mercredi 12 octobre 2022. On va attaquer directement par les nouvelles avec la SEC qui a lancé une enquête sur Bored Ape Yacht Club, donc le créateur de Yuga Lab, très important parce qu'en l'occurrence c'est vrai que déjà il y avait des certains bruits de couloir que justement la SEC s'intéressait fortement aux NFT et surtout au Yuga Lab, donc on va voir comment ça va se dérouler exactement, ce qui va être reproché à suivre. Un petit tweet dont j'aimerais vous parler, celui de CZ, donc CEO de Binance, qui dit la chose suivante, que la plus grosse compagnie au monde accepte les cryptos et le prix continue à baisser. Quand c'est une anomalie, c'est une opportunité. Alors exactement, il a mis anomalie égale opportunity. Et après, il a bien précisé, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Logique. Il faisait référence à deux choses. Enfin, surtout à une chose, et la deuxième, c'est moi qui la rajoute, enfin, le petit grain que je rajoute dessus, c'est le fait que Google fait partenariat avec Coinbase pour accepter les crypto-monnaies dans les paiements de ses solutions cloud. Très important. Vraiment très très important, c'est une milestone qui est vraiment essentielle. On parle quand même de Alphabet, on parle quand même Google Cloud deuxième plus grosse solution à l'heure actuelle de cloud computing, donc on est quand même dans quelque chose qui est vraiment vraiment important, et pourtant c'est vrai que le cours ne bouge pas, donc ça va être une des raisons pour laquelle je vais vous faire un petit laïus un petit peu différent d'habitude au niveau de la partie technique, pour bien parler de la notion de psychologie, pourquoi, comment, et est-ce que c'est vraiment une opportunité ou pas. L'autre petit point dont je voulais rajouter, la plus grosse custodian bank au monde, donc qui est la BNY Mellon, lance un service pour pouvoir déposer et garder ses crypto-monnaies. Très important. Vraiment très très important. Donc là on a quand même deux nouvelles qui sont colossales durant cette période-là, et pourtant le prix continue à baisser. En tout cas c'est ce que les graphiques nous montrent. C'est ce que l'indicateur prix nous montre. On ira voir après dans l'analyse technique que en fait c'est vrai et faux. Le prix descend, oui, mais c'est pas que ça. Et donc vous allez voir, ça va être très intéressant. On continue dans les nouvelles avec toujours une bonne nouvelle pour VeChain. D'ailleurs, je vous ai prévu un petit quelque chose pour VeChain, qui annonce engager 100 développeurs en Europe. Alors, c'est normal, ils sont en pleine expansion. VeChain, il faut comprendre que c'est une solution qui est déjà développée et qui est commercialisée depuis un certain temps sur une forme de supply chain. Donc ils ont besoin de développeurs parce que forcément leur solution fonctionne et ils ont de nouveaux clients. Donc ils arrivent à développer leur commerce et l'utilisation de VeChain dedans. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le VET, ça ne veut pas dire que le VET va exploser. D'accord, il faut bien comprendre en fait la décorrélation entre les deux. VeChain, c'est la société, le VET, c'est le token qui sert à utiliser les services de VeChain, mais n'est pas représentatif de la capitalisation de VeChain. Voilà, c'est vraiment important de le comprendre ça, surtout dans ce cas-là. Donc c'est positif pour les crypto-monnaies, parce que, et surtout la technologie de la blockchain en général, parce qu'on montre bien un use case bien monté et qu'on continue à progresser énormément, et c'est important, en tout cas pour la mass adoption, qui est notre finalité, bien évidemment. Ensuite, nous avons le protocole Mango, donc qui est sur Solana, qui s'est fait hack de 100 millions de dollars. Alors, hack est peut-être un mauvais terme, je pense. C'est plutôt, il y a eu une grosse manipulation de prix due à une faille liée à la mise à jour des prix via les oracles sur le protocole Mango. C'est-à-dire que le protocole Mango n'utilisait pas Link, en l'occurrence, utilisait d'autres protocoles d'oracle, et il y a eu un gros décalage de prix, une manipulation de prix qui a été faite par une personne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette manipulation de prix, cette problématique, était remontée déjà depuis plusieurs mois sur le Discord et n'a jamais été traitée. Et c'est là où il faut bien prendre en considération que la DeFi, c'est véritablement une évolution, mais aussi, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de personnes qui ne devraient pas construire sur ce protocole, qui ne devraient pas construire des applications décentralisées, parce que, à un moment donné, ils ont une forme de responsabilité qu'on ne peut pas leur faire payer à l'heure actuelle, de maintien des smart contracts, de maintien de la qualité du code, des audits effectués et l'utilisation
des bons outils. À un moment donné, ce n'est pas normal que quand on remarque et qu'on note une faille depuis plusieurs mois, qu'elle ne soit pas traitée, patchée, et derrière qu'on se retrouve avec 100 millions de dollars qui ont été volés, et non pas volés pour eux, mais qui ont été volés pour les utilisateurs. À l'heure actuelle, alors il y a tout un setup qui est en train de se faire, où le hacker a déposé sur le DAO une proposition qu'il y ait une liquidation des 70 millions de dollars qui sont sur la trésorerie du DAO pour justement le payer sous forme de bounty, c'est-à-dire que lui rendrait les 100 millions et il récupérait 70 millions. Bref, peu importe, ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que c'est bien, mais c'est à un moment donné, c'est la responsabilité aussi des développeurs qui font partie justement de ce projet-là, de traiter ce type de problématique. Il n'est pas normal que ce soit effectué. Et ça, c'est le gros problème. Et ça, c'est l'alerte que vous devez avoir. C'est l'alerte que vous devez avoir. C'est sur les nouveaux protocoles, il faut vraiment faire très très attention. Il y a peut-être des initiatives ou des produits qui sont vraiment très intéressants, mais la qualité du code, si vous n'êtes pas en capacité de le valider vous-même, c'est très compliqué. Il faut se baser sur les audits, il faut que les audits soient régulières. C'est pas parce que j'ai eu une audit sur un smart contract que j'ai déployé au début que mon protocole est audité. Et donc là, il faut vraiment faire un setback et prendre le temps de vérifier qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans vos montages à DeFi, parce qu'il y a des bons montages DeFi, et c'est là où peut-être des fois ça peut être intéressant de prendre moins de yield, mais aller sur un des protocoles qui est solide, qui a montré que justement ils étaient ancrés et non hackés depuis très longtemps avec beaucoup de TVL, donc ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'attaques. Voilà, c'est vraiment important, je pense que c'est à remettre sur un pied d'égalité, parce que quand on voit des failles comme ça à 100 millions de dollars, alors qu'à côté on a des hacks de haut vol sur des bridges, parce que c'est beaucoup plus compliqué, alors que là c'est clairement une manipulation de marché. Bref, là-dessus, voilà, c'est vraiment un point d'alerte pour vous. Ensuite, nous avons le discours de la BCE aujourd'hui et la minute de la Fed en préparation des taux de demain d'inflation, un moment très très important pour le mois d'octobre et globalement cette fin de trimestre qui va nous donner la tonalité, valider la tonalité aussi de la Fed et de la BCE, enfin surtout de la Fed par rapport à l'inflation. Nous avons terminé la partie news, on attaque la partie technique. Avant, petit rappel, le Discord, je l'ai mis en place exprès pour pouvoir partager des informations et regrouper toutes les informations sur la blockchain, le trading, les crypto-monnaies, l'investissement, de façon à ce que toutes les infos soient centralisées en un point, qu'on ait une cohérence de l'information et que justement on ait une simplicité pour pouvoir avoir accès aux informations nécessaires pour pouvoir faire des bons choix. Ensuite, nous avons mis en place, pour aller encore plus loin, la partie premium qui a plein d'avantages comme plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formation. Ça continue toutes les semaines à augmenter. Des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des guides, des formations sur tout l'univers de la blockchain, des lives hebdomadaires pour pouvoir progresser, des briefs quotidiens que je fais sur le marché pour vous donner toutes les informations de la journée. Globalement, tout pour aller plus loin et se préparer et se former pour le prochain pool run et être justement prêt avec sa propre stratégie. On attaque la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse Elliottis, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4 composée d'un retracement A, B, C, classique, vous commencez à avoir l'habitude. B avec extension, C avec extension. Là, on est dans une zone très importante, très intéressante au niveau d'un order block et au niveau de l'extension 382. Donc ça pourrait être très bien la fin d'une 4. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, nous avons un objectif à 14 500 qui est quand même un objectif qui pour moi, je vous l'ai dit depuis déjà assez longtemps, est important parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent là et qui pourraient être amenées notamment dessus et qui est la représentation du 786 sur le CME. Donc on est sur une zone de retracement fort et d'appel de prix fort. Ensuite, plus bas, nous avons le 1,618 à 10 000. Par contre, ça sous-entendrait que la vague 4 casse le top de la 1, donc on partirait sur une autre hypothèse, parce que c'est impossible, avec les vagues Elliotistes. Alors, les vagues d'impulsion, Elliotistes, précisons. Nous allons zoomer dans cette partie-là, voir un petit peu ce qui se passe. Donc nous sommes toujours dans cette accumulation de Wyckoff, SC, AR, ST, donc vous avez vu, j'ai retiré les crics haussiers et les crics baissiers, pour justement simplifier le graphique parce qu'on est en train de mettre en place une nouvelle pattern, je pense, dans les jours qui viennent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes toujours dans une volonté de création de liquidité où justement on crée une accélération haussière avec une très belle divergence baissière qui s'est mise en place. Et ensuite on craque baissier
avec une cassure ici du canal qui avait été effectuée, réintégration, pareil, cassure. Donc on est vraiment dans de la chasse à la liquidité, donc il faut faire très très attention. Et en même temps, c'est le principe de Wyckoff. C'est très important, c'est le principe de Wyckoff. Accumulation, distribution, c'est la création de la liquidité pour entraîner un mouvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, le mouvement que l'on a est assez faible et baissier, et nous avons par contre de la création de liquidité à ne plus savoir qu'en faire, notamment en short, avec beaucoup de liquidités qui se trouvent ici dans ce bloc-là, entre 19 500 et 20 500. Ici, c'est rempli de liquidités de short à découvert, et pourtant, nous avons un cours qui ne descend pas, très important, qu'on va voir tout à l'heure. Avant de préciser tout ça, petite explication par rapport au tweet de CZ. En effet, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau du tweet de CZ, c'est que on a deux grosses nouvelles fondamentales qui arrivent sur la notion d'adhesion, qui est vraiment important pour l'ensemble des crypto-monnaies et aussi le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé pour créer une masse adhesion. Nous avons Google qui annonce prendre des paiements en crypto-monnaie. Nous avons une des plus grosses banques mondiales qui dit lancer un service sur la crypto-monnaie, et pourtant on se retrouve sur, globalement, bon voilà, des bougies qui sont, somme toute, assez horribles. Assez horribles. Alors, vous allez me dire, oui, le marché macroéconomique est quand même compliqué. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, on va rentrer en 1 heure, histoire de vous montrer un petit peu, c'est que justement, ça donne du crédit à cette grosse divergence ici haussière. D'accord, on a vraiment une grosse divergence haussière qui se met en place depuis vendredi dernier globalement, avec une descente qui est toute douce, qui est vraiment toute douce au niveau du BTC, avec une faible volatilité, des petits volumes qui sont faits par rapport à ce qu'on a pu connaître, et une création de liquidité. Ce qui est important, c'est que, comme le dit CZ, si jamais des mauvaises nouvelles, c'est ce que je vous expliquais d'ailleurs plusieurs fois, c'est que si jamais on a une mauvaise nouvelle et que le cours ne s'effondre pas, c'est que c'est positif. C'est que c'est positif, mais aussi l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si on a une bonne nouvelle et que le cours ne réagit pas à la hausse, c'est positif aussi. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la macroéconomie est en train d'appuyer sur le BTC, mais ces bonnes nouvelles sont toujours présentes, mais n'ont juste pas éclaté. Ça veut dire que nous sommes toujours dans une zone très importante, nous sommes ici toujours en dessous du 718, au-dessus des 786, nous sommes dans une zone de rechargement de long terme. Clairement, le BTC, à l'heure actuelle, montre une forme de résilience très très forte. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, on va le regarder après, le Nasdaq, on voit que, somme toute, on est plutôt très très résilient par rapport à ce qui est en train de se faire. On a une résilience qui est vraiment extraordinaire, avec, en effet, beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent du côté de la crypto-monnaie. C'est sûr et certain, je pense personnellement que ça joue énormément. J'ai une tendance qui est plutôt bullish, voilà, je me décris plus comme un des plus bullish des bearish à l'heure actuelle au niveau du BTC, parce que j'ai tendance à penser que oui, on peut faire une incartade vers les 14 500, mais descendre en dessous des 14 500 me paraît vraiment très très compliqué, et j'ai tendance à considérer que voilà, la barre des 19 000 à 18 000, 20 000 est très intéressante et est une zone en fait de stabilité et de neutralité pour le BTC. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, moi même si je dois aller un peu plus loin dans mes schématiques et dans mes hypothèses, j'aurais tendance à penser que nous sommes dans une forme de ranging entre 25 000 et pour moi j'ai tendance à penser 15 000, 14 500, 15 000. On n'y est pas encore allé dans cette partie basse de range, mais pour moi nous sommes dans une phase de ranging qui oscille entre les deux, sur lequel on pourra avoir une décélération baissière. Une décélération baissière qui va être due à deux choses. Un, au Nasdaq, et deux, à la notion des obligations. Donc, c'est-à-dire au marché actions et au marché des obligations, et à la gestion de l'inflation de la Fed. Bien évidemment, pour moi, ça va jouer un impact. Actuellement, si on ne craque pas à la hausse, au niveau du BTC des crypto-monnaies, c'est dû à la macroéconomie qui est en cours de contraction, qui est liée tout simplement à la contraction des liquidités. On va aller parler un petit peu du crash potentiel obligataire, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi, comment, et où est-ce qu'on en est exactement, et l'impact que ça peut avoir sur les crypto-monnaies. Parce que je pense que c'est important, je ne vais pas aller trop loin, je ferai certainement une émission dans une des hebdomadaires pour bien rentrer au fond du sujet et vous expliquer tout ça. Alors, on va aller voir rapidement l'order flow. Order flow, pour moi, pourquoi je vous dis que je suis plutôt bullish? Parce qu'on est toujours dans une cohérence, on n'a pas de divergence entre les deux. D'accord? Pas de divergence entre les deux, on monte à 80. Ici, on est dans une stabilisation au-dessus de 55%, ce qui est juste colossal au niveau des top traders.
alors qu'on a la totalité des comptes qui est à 80%. On revoit, alors qu'on est en train de descendre, regardez, on est en train de descendre au niveau du cours. On est en train de descendre au niveau du cours, et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit l'open interest qui monte. On voit l'open interest qui monte doucement entre 140 et 160. On est retourné au niveau de 160. Je vous avais dit que potentiellement, ici, ça pouvait être le nouveau bas de l'open interest et ne pas descendre en dessous. Donc voilà, on est en train de nous montrer que potentiellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre en place des leviers et que, bon, la totalité des comptes, on va le dire, hein, on est majoritairement en longue. On est majoritairement en longue et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que je vous dis qu'il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent ici, dans ce cluster ici. Mais ce que je ne vous dis pas aussi, c'est que, ok, peut-être que là, dans ce cluster, il y a du monde. Par contre, il y a beaucoup de placements qui sont en train de se faire ici. D'accord? Au niveau des 14 000, 15 000, 12 000, il y a beaucoup de monde qui sont en train d'être effectués. Alors que dans les shorts, ça monte jusqu'à 30 000. C'est beaucoup plus éclaté, en tout cas en termes de liquidité, beaucoup plus de spread au niveau de la liquidité. Donc on a quand même un marché qui est plutôt équilibré, avec beaucoup quand même de leviers déjà actuellement, et majoritairement un cours qui est en longue, et malgré le fait que c'est en longue, on voit qu'on a la mise en place d'un cours qui est en train de descendre doucement. Et pourtant, on a bien une divergence haussière. À vous de me dire ce que vous en pensez, alors que ce soit sur le Discord ou sur le commentaire, dans les commentaires. Voilà, moi personnellement, je pense que mon avis est assez clair, et on va attaquer le Nasdaq. Le Nasdaq, regardez-moi cette journée que nous avons eue hier, une journée sur laquelle on a encore fait un nouveau plus bas. On est allé tacler première action sur les 10 700. Donc on est rentré dans la petite sphère que je vous avais notée depuis très longtemps. C'est une sphère que j'ai notée, alors il faudrait regarder, mais je crois que je vous l'ai notée en janvier 2022 en vous disant qu'on allait potentiellement aller chercher ici ce niveau-là, et que ce serait compliqué, mais que bon, si on allait chercher là, ça pourrait être une belle opportunité. Bon, bah là, on est à peu près dedans. On est en train de travailler dans cette zone-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à baisser? Pour moi, je pense que les 10 500 sont une zone de résistance forte sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, dans lequel on a beaucoup de liquidités, on a des order blocks qui sont massifs, qui sont ici placés, et qui nous ont donné en fait cette accélération haussière avant le crack du Covid. Et donc, du coup, on a beaucoup de patterns qui se trouvent ici, et sur lequel en plus on a une zone de résistance 618, 382 sur le cours, donc double zone de résistance, dans lequel on va avoir, voilà, je pense, une réaction haussière, ou en tout cas une consolidation du cours qui va se structurer ici, parce que de toute façon le prochain niveau en dessous, hein, c'est l'extension à 9500. Donc là, par contre, on continue à descendre, et on descend, et ça fait mal. Alors, quels sont les risques actuellement? Quels sont les risques? Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, nous sommes au niveau du Nasdaq et du S&P 500 dans des zones critiques. Dans des zones critiques sur lesquelles on peut continuer à descendre. On peut continuer, comme le dirait JP Morgan, à perdre 20%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, si, admettons, on perd 20%, hop, bah évidemment, il va falloir que je me mette un... Hop, je n'avais pas vu. On se remet. Si on perd 20%, ça nous amène où? Donc 10%, ça nous amène à 9500. 12%. Ok. Et donc... ici, 20%, ça nous amène à 8500, qui correspond à une extension plus le 0,5. D'accord? Un niveau très important dans lequel on passerait dessous. Est-ce que, derrière, avoir une cassure retrouvée, du coup, à S&P 500, dans les alentours des 3000, voire même un petit peu en dessous, un Nasdaq en dessous des 8500, entraînerait une réaction de la Fed? C'est la grande question qu'il faut se poser, parce que, clairement, à un moment donné, on sait que la Fed agira si jamais on a un crack boursier réel. Là actuellement ce n'est pas un crack, nous sommes dans une correction qui est structurée en plus, hein. Je veux dire, là-dessus nous avons des magnifiques structures, hein. On baisse, chute, retracement, chute, retracement, chute, d'accord, on aura un retracement, potentiellement chute. Donc on a quelque chose qui est très structuré, on est dans une correction, nous ne sommes pas dans un crash. Mais que se passe-t-il si nous avons un crash? Est-ce que si on continue à s'enfoncer très fortement, on va avoir une réaction de la Fed? J'ai tendance à penser qu'il faudrait vraiment avoir un très gros cash pour continuer à s'enfoncer vraiment fortement. Descendre justement dans ces 20% très fort. Et je pense que dans tous les cas, si jamais ça se fait, ce ne sera pas sous forme de crash, et ce sera sous forme de correction qui prendra en fait du temps. Et ce qui est important à retenir, c'est que je ne suis pas sûr que le temps joue en faveur des shorters. Parce qu'on sait que depuis un certain temps, beaucoup de trust funds sont généralement positionnés en short, que ce soit sur le Nasdaq, sur S&P 500, sur la zone euro en général, et ce n'est pas dit que, même si la zone euro s'effondre, que
la Fed réagisse. Même, je dirais que ce n'est absolument pas le cas. Le marché économique américain est beaucoup plus solide que le marché européen, et un écroulement de la zone euro aurait comme conséquence, clairement, certes, un crack léger au niveau de l'économie américaine, mais ça aurait surtout un renforcement de l'économie américaine. On redonne une dominance à l'économie américaine. Donc ça, c'est très important. Alors, l'autre élément qui est aussi important à surveiller, c'est ce qu'on appelle un crack obligataire. Un crack obligataire, c'est globalement lorsque on a une augmentation trop forte des obligations d'un pays. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que les obligations d'un pays ont un taux logique, ce qui est normal, qui représente, lorsque les institutions ou n'importe qui achète des obligations prête de l'argent en fait à un gouvernement, c'est globalement le pourcentage de chances que le gouvernement ne puisse pas à un moment donné rembourser ce prêt. C'est un peu une représentation comme ça, ce n'est pas exactement ça. Je pense que quand je ferai la partie réellement concentrée dessus, je vous expliquerai tout en large, en travers, mais pour l'instant c'est un peu la représentation qu'on va avoir. Et on voit qu'on a une grosse augmentation depuis un certain temps. Oui, une grosse augmentation depuis un certain temps. Si on regarde, somme toute, on est quand même dans une vague baissière, mais en train de se diriger vers des zones 2008, d'accord ? Ok, qui sont des zones très fortes, que ça fait très longtemps où on n'est pas allé aussi haut. Est-ce que c'est vraiment le problème ? Là, nous sommes sur celle à 10 ans. Est-ce que c'est vraiment le problème ? Non. Le souci, c'est quand on compare celle à 2 ans, 30 ans et 5 ans, d'accord ? Qui sont les 3 courbes que je viens de rajouter. Si on regarde, normalement, historiquement, nous avons celle des 2 ans qui se trouve ici, qui est en dessous, donc ça veut dire que sous 2 ans, généralement, il y a un défaut de paiement qui est proche de nul. Ok. Quand on regarde la verte, donc qui est 5 ans, bon voilà, il y a une petite augmentation, ce qui est logique, étant donné que sous 5 ans, on se dit, ok, il y a plus de risques. Pareil sur 10 ans, pareil sur 30 ans. Donc on a quelque chose qui est cohérent, où on a 2 ans, c'est quelque chose qui est très peu risqué, donc un rendement qui est très faible, 30 ans, beaucoup plus risqué, rendement très haut. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons une forme de compression au niveau des deux. À l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus d'écart. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà vu ? Oui, qui s'est déjà vu plusieurs fois. Qui s'est vu en 2018, qui s'est vu en 2006-2007, qui s'est vu en 2000, qui a été pendant très très longtemps 94, très gros crash obligataire dans lequel on a eu justement une réaction en chaîne qui s'est effectuée suite au crash obligataire US, l'augmentation de la Fed, le marché n'était pas préparé, on a eu une augmentation monumentale des obligations qui s'est effectuée ici, et une réaction en chaîne qui s'est fait, notamment beaucoup en Europe, avec justement un énorme crash obligataire qui s'est fait. Et c'est ce qui est potentiellement en train de se faire. Et ce qui peut justement être très fort, au niveau de la zone euro, qui peut entraîner la zone euro très très bas, parce que forcément on aura une réaction en chaîne qui se fera. Est-ce qu'on est encore dessus ? Est-ce que ça s'est activé ? Non, pas encore, mais on a déjà des patterns que l'on est capable de reconnaître, et il est évident que si on a un crash obligataire, la Fed réagira, c'est évident, et c'est obligatoire un petit peu. L'autre élément que je vais vous donner, c'est en fait l'écart qui se fait entre le 10 ans et le 2 ans. Parce que là, on le voit bien de cette façon-là. 10 ans ici, qui est la courbe qui se structure ici, et le 2 ans qui est la courbe ici. Ce qui est important de voir, c'est l'écart entre les deux. L'écart entre les deux, j'ai fait tout simplement US 10 moins US 2 pour voir exactement l'écart entre les deux. Là, actuellement, nous sommes passés en négatif. Nous sommes passés en négatif depuis juin. Depuis juin, on avait fait une première incartade, mais depuis juin, on est passé en négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 2 ans sont plus rentables, en tout cas, il y a plus de risques à 2 ans que celle à 10 ans. C'est vraiment un des signes sur lesquels, si on continue à s'enfoncer, à se stabiliser en dessous, là, ce sera un signe réel de mise en place potentielle de crash obligataire. Là, il va falloir vraiment surveiller. Est-ce qu'on est déjà allé dans cette zone en dessous ? Oui, dans les années 2000. Dans les années 2000, niveau très important. Année 2006, pareil. Donc, il va falloir faire très très attention sur ce qui est en train de se structurer maintenant, parce que ça peut être un bon signal. L'autre chose que je vais vous donner, qui est plutôt positive par contre, c'est que si on analyse en termes de chartisme, tout simplement ce qui est en train de se faire, ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a le dip qui s'est fait là, dans cette zone ici, et on a à côté
le dip au niveau du RSI qui s'est fait aussi ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une divergence qui est en train de se faire, qui est haussière. Donc c'est-à-dire qu'on a une perte de momentum, donc ça veut dire qu'on ne devrait normalement pas rester trop longtemps dessous, et sur lequel on devrait avoir soit une réaction haussière à un moment donné, donc un 2 ans qui va remonter, ou un 10 ans qui va remonter, l'un ou l'autre. Hein. Un 2 ans par contre qui va baisser, ou un 10 ans qui va remonter, c'est soit l'un, soit l'autre, donc sur lequel on va recréer un petit peu d'espace. Dans tous les cas, généralement quand c'est comme ça, on voit bien qu'avant de pouvoir redescendre et reséparer la contraction, on a une forme de palier qui se fait. Là, actuellement, nous n'avons pas de palier. Et ce qui est le cas aussi au niveau de la Fed, des taux d'intérêt de la Fed, nous n'avons toujours pas de palier. Je pense que tout est lié, tout se fera à un moment donné où on aura une bascule. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est là où on arrive dans les limites à un moment donné du système financier. Et donc, il va falloir avoir un travail très fort de l'ensemble des acteurs du marché économique mondial pour pouvoir justement régler la chose. Personnellement, je suis plutôt positif. Je considère qu'en effet, c'est une zone à risque, mais comme toute zone à risque, c'est une zone qui a des opportunités et c'est à nous de les saisir. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.